Comment rendre les data centers moins énergivores? C'est l'un des enjeux du moment dans la transition numérique écologique. Avec l'adoption du cloud, l'Internet mondial se rue dans les data centers. Le Sénat a notamment proposé de faire des centres de données des leviers de flexibilité énergétique. Scalway, filiale cloud et data center d'Iliad, s'engage depuis des années à la durabilité de ces data centers et développe de nombreuses innovations, dont notamment une très particulière que l'on retrouve aujourd'hui dans son data center DC5 dans le Val d'Oise. Ouais, effectivement, on a développé une technologie très particulière à DC5 qu'on appelle refroidissement adiabatique. C'est une technologie qui est basée sur un phénomène tout simple, connu depuis l'Antiquité, qui consiste à faire évaporer quelques grammes d'eau pour refroidir une température ambiante. Donc on a industrialisé très massivement ce concept tout simple pour en faire un data center qui ne nécessite pas de climatisation mécanique. On utilise de la climatisation tout à fait naturelle en faisant évaporer de l'eau, tout simplement. Alors justement, cet été, ce data center a fait quelques prouesses. Est-ce que tu peux nous expliquer donc, ce qui s'est passé pendant la canicule cet été? Cet été, c'était gentil. L'été de l'année dernière, c'était encore plus compliqué. On a eu jusqu'à 43,7 degrés de température extérieure. Cet été, on a eu 38 et des broutilles en termes de température extérieure. Donc, ça nous a permis, sur 2 étés consécutifs, parce que là, c'est coup sur coup, on a eu 2 canicules, de pouvoir valider le concept, de pouvoir valider la fiabilité de la technologie. Et donc aujourd'hui, on est quand même plutôt fiers d'avoir passé 2 canicules sans aucun problème et d'avoir validé l'ensemble de nos hypothèses et l'ensemble du concept. Donc on sait, ça marche. On a un énorme retour d'expérience. On a vécu 2 canicules, 2 hivers. On a eu les 4 saisons complètes pour pouvoir éprouver le concept. Donc voilà, c'est une belle réussite. C'est 4 ans de travail pour arriver à faire tout ça quand même. Donc ça nous a permis de valider sur le terrain dans des conditions extrêmes qu'il est tout à fait possible de se passer de climatisation dans un data center. Alors, à quel point l'empreinte énergétique est réduite sur ce data center-là par rapport à des data centers traditionnels? C'est une bonne question. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ensemble de la consommation électrique des serveurs, qui aujourd'hui font ce qu'on appelle le cloud, représente en fait qu'une part de la consommation électrique du data center. Chaque serveur va dégager de la chaleur et on va réutiliser dans 99,9% des data centers, on va utiliser à nouveau de l'énergie pour climatiser cette chaleur. Donc c'est ce qui est un petit peu à non-sens, parce qu'il faut aussi imaginer que le marché trouve normal de climatiser un dégagement de chaleur, y compris en plein hiver quand il fait moins 10 degrés dehors. Non, on climatise H24, jour et nuit, été comme hiver. C'est curieux comme concept, mais aujourd'hui c'est le standard du marché. Ça fait 20 ans qu'on fonctionne comme ça, que personne n'a remis en question ces fondamentaux. Les data centers, on les climatise parce qu'un data center dégage de la chaleur. Donc nous, on a réfléchi différemment, on s'est dit comment se débarrasser de cette chaleur, déjà de 1, sans la climatiser, et de 2, comment faire en sorte, quand il fait plus de 30 degrés dehors, de refroidir cet air extérieur pour être dans les limites acceptables par nos serveurs. Donc on a complètement revu le système de fond en comble. Donc un système de climatisation dans un data center normal, c'est entre 30 et 40% de la consommation globale du data center. C'est considérable, très très considérable. Les data centers concentrent la très grande majorité de la consommation électrique du numérique, c'est à peu près sûr. Les dernières estimations, on est à peu près à 240 millions de kilowattheures par an consommés rien que par la climatisation dans les data centers. C'est énorme, c'est gigantesque. Donc, sans climatisation, on est sur des performances qui ont rien à voir. On consomme 40% de moins en moyenne. Et c'est considérable à l'échelle d'un data center. Alors on peut par conséquent parler de gâchis. Doit-on remettre l'innovation au centre des data centers aujourd'hui, puisque la majorité des data centers ne fonctionnent pas de la manière du DC5? Il faut parler plutôt de performance environnementale. Les data centers concentrent une grande partie de l'impact énergétique et également écologique et également carbone du numérique dans son ensemble. Et surtout, plus la société passe dans le cloud, on a une adoption au cloud qui est extrêmement rapide sur l'ensemble de l'Europe et particulièrement en France, plus on concentre, si tu veux, tout cet usage dans les data centers. Donc, data center, c'est une vraie concentration énergétique. Donc, il faut savoir se remettre en question et il faut savoir gagner en efficacité
là où l'énergie est utilisée. L'énergie qui est la plus verte, c'est l'énergie qu'on ne consomme pas. C'est un principe tout simple. Donc, on s'attaque, nous, au cœur du problème, plutôt qu'aller planter des arbres pour se faire pardonner notre empreinte carbone au niveau des data centers. On préfère plutôt se concentrer là où un data center n'est pas efficient. Et consommer l'électricité pour climatiser un data center, ce n'est pas efficient. Et ça représente 40% de l'empreinte énergétique, donc ce qui est beaucoup. Donc oui, c'est plutôt clair, ça paraît simple. Maintenant, technologiquement parlant, c'est loin d'être simple. Et industrialiser ce concept est un vrai défi technologique. Quand on parle de data center, on parle aussi de serveurs. En termes d'alimentation électrique, est-ce que vous êtes passé, comme de grands groupes, je crois qu'Apple est passé au 100% énergie renouvelable? Est-ce que c'est le cas de Scaleway? Si oui, depuis quand? Ça fait depuis longtemps. Je ne connais pas la date exacte, mais ça fait au moins 4 ans. On n'achète que de l'énergie renouvelable, on achète de l'énergie hydraulique, principalement. Donc ça a toujours fait partie de notre ADN. C'est pas non plus un argument qu'on met en avant. Pour nous, ça nous semble quelque chose de normal, de responsable. En tout cas, nous, au niveau de notre activité, nous n'achetons que de l'énergie renouvelable et depuis longtemps. Alors, être plus performant écologiquement, est-ce que c'est rentable dans votre cas? Ça, pareil, c'est une très très bonne question. L'énergie qu'on ne consomme pas, c'est l'énergie la plus verte qui puisse exister, mais aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'un de nos plus gros postes de dépenses, c'est notre consommation d'électricité. Et c'est un de nos plus gros postes de dépenses. Donc, si on consomme 40% moins d'énergie pour la même puissance informatique, c'est 40% de coûts que nous n'avons pas, et donc des produits qu'on est capable de proposer à nos clients, plus économiques et plus fiables aussi. Quelle est la position de Scaleway en France, mais aussi en Europe, et combien de serveurs comptez-vous sur l'intégralité de vos 6 data centers? Alors, on est le numéro 2 français, on est a priori le numéro 2, voire le numéro 3 européen aussi. On a un peu plus de 125 000 serveurs à peu près en production sur nos 6 data centers. Donc oui, on est un acteur majeur français de cet univers. Parlons d'une autre activité de Scaleway, le cloud. La France est-elle en retard sur les États-Unis? Est-ce qu'elle rattrape son retard? Les entreprises sont de plus en plus friandes en France? Oui, la France est en retard. La France est en retard pour la simple et bonne raison que les géants du secteur ont commencé il y a plus de 10 ans. Ils ont mis énormément de moyens, ils ont des dizaines de milliers de développeurs, ils ont des moyens colossaux en milliards. Donc oui, on ne se bat pas dans la même cour. Par contre, on a des vrais arguments. On a une grande agilité parce que on n'est pas des dizaines de milliers de développeurs. Donc on a beaucoup d'agilité, on est capable d'attaquer des marchés vite et fort parce qu'on est capable d'innover. On est capable de proposer des choses différentes avec un autre modèle et on est capable de répondre à des besoins que parfois les géants ne sont pas capables de répondre. Autre argument, c'est aussi on est une société française. On a nos data centers en France, on est propriétaire de nos data centers, on a un vrai savoir-faire, on a une performance environnementale qui est au cœur de notre ADN depuis toujours, parce que ça nous permet d'être aussi performants économiquement. Donc, on a des vrais arguments. On est en moyenne entre 30 et 60% moins cher à prestations équivalentes que les géants du marché. Donc, on réunit quand même beaucoup de points très positifs, à la fois pour une start-up ou pour un grand groupe, puisqu'on a un choix responsable, on a un choix qui fait du sens, et on a un choix économiquement intéressant. Vous avez différents types de clients. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur cette typologie-là? Et avez-vous des exigences clients farfelues ou même critiquables? Chaque client est différent, hein, c'est un peu le principe dans ces métiers-là. La façon qu'a nos clients de gérer leur informatique, et pareil, il y a plein de pratiques différentes, il y a plein de maturité technologique chez nos clients qui sont différentes. On va prendre par exemple l'exemple d'une startup. C'est typiquement ce qu'on appelle des clients qui sont cloud natifs, c'est-à-dire par défaut, dès le premier jour d'existence de la société, elle est dans le cloud. Ce n'est pas un marché de transformation, ou comme on appelle en France la digitalisation. Ce sont des entreprises qui commencent directement dans le cloud, qui ont compris l'avantage du cloud, qui ont l'habitude de payer tout à l'usage, qui ne vont pas investir en informatique, ils achètent du cloud comme ils achètent de l'eau, de l'électricité, et ça va suivre la croissance de la boîte. Donc ça, c'est tout un segment du marché qui est très important. Tout le marché des clouds natifs, c'est un marché qui est gigantesque, parce qu'il y a des sociétés qui se créent tous les jours, et parmi ces sociétés, parmi toutes ces startups, il y en a
une vingtaine par an qui vont vraiment cartonner, qui vont avoir des besoins très importants. Ça, c'est vraiment tout le premier segment. Le deuxième segment, c'est toutes les ETI, les grandes entreprises, ce qu'on appelle le gros B2B chez nous, qui est un marché de transformation. Ce sont des entreprises qui sont en train de refaire leur informatique, qui sont en train de refaire leurs applications et qui sont en train de passer progressivement dans le cloud. Donc ça, c'est tout le deuxième segment où, au fur et à mesure, les entreprises gagnent en maturité. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, complètement off, c'est que le marché mondial du cloud est divisé par zone géographique avec un taux de maturité. Nous, on estime que la maturité 1, c'est-à-dire la maturité la plus élevée, la plus évidente vis-à-vis du cloud, c'est les États-Unis. En France, on estime qu'on est sur une maturité de 1,3. Donc on est encore un peu entre l'ancien monde et le monde du cloud. Mais c'est un marché qui se transforme très vite. Il y a une vraie prise de conscience des avantages du cloud, en tout cas pour ces clients, pour ces grands clients depuis à peu près 2 ans. Et c'est une marche qui s'accélère très rapidement aujourd'hui sur le marché. Très, très rapidement. Donc ça, c'est vraiment les 2 grandes typologies de clients qu'on a dans l'univers du cloud. Après, sur le marché typiquement du data center, là, c'est que du grand client, du GAFAM. C'est typiquement des infrastructures qui se chiffrent en plusieurs mégawatts, en plusieurs centaines de baies. On est très pertinent sur ce métier. C'est un métier qu'on maîtrise parfaitement parce qu'on est innovant. Comme on est innovant, on est économiquement pertinent. Et comme on est écologiquement pertinent également, on a plein de bons arguments pour attirer cette part du marché. Donc, le marché du data center, c'est du très gros client. Et après, on a tout notre marché du serveur dédié, qui est notre marché historique depuis mai 2006. Qui est un marché qui a une croissance qui se réduit parce que aujourd'hui, les entreprises ne prennent plus de serveurs dédiés, ils prennent plutôt du cloud. Donc, on est sur un marché de transformation où on accompagne au fur et à mesure du temps tous ces clients vers le monde du cloud en leur proposant des produits simples, efficaces et surtout cette notion de curseur, c'est-à-dire ces clients qui sont aujourd'hui dans le monde du serveur dédié, mais cette notion de curseur, ils peuvent passer du serveur dédié au monde du cloud jusqu'au monde du data center quand ils vont vraiment exploser. On est capable de répondre sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la croissance numérique d'une entreprise. Côté grand public, est-ce l'avenir, l'enregistrement dans le cloud plutôt qu'en local ? J'ai ma conviction personnelle et il y a les pratiques du marché. C'est tellement pratique d'avoir, je prends un exemple, son Google Drive, de mettre toutes ses photos, ses documents et de les avoir disponibles partout et de ne pas se poser la question, il faut que je le backup, tiens, est-ce que je l'ai mis sur une clé USB, comment je vais transférer ça à mon copain à côté. C'est un côté pratique qui est quand même hyper intéressant. Par contre, ça a quand même un côté prison, je trouve. Ou lock-in, qui est quand même, on a le droit de se poser des questions. C'est-à-dire, si l'entreprise à qui j'ai confié mes données fait faillite, ferme, s'arrête ou décide du jour au lendemain d'augmenter par 10 ses prix, j'ai quand même un peu toute ma vie, mes données, mes photos, mes documents qui sont stockés chez ce provider. Donc, je trouve que c'est un côté plutôt inquiétant. Et encore un côté plus inquiétant quand c'est un acteur qui n'est pas européen, qui est soumis au Cloud Act, ou à d'autres lois extraterritoriales, où n'importe quelle autorité d'intelligence ou de surveillance ou judiciaire peut avoir accès aux données sans l'intervention d'un juge et sans l'intervention de la justice française, par exemple. Je trouve ça inquiétant. Cette notion de souveraineté des données, il est indispensable que les données des Français soient hébergées en France par des acteurs français. Déjà, d'un point de vue sécurité, d'un point de vue intelligence économique, ça me paraît indispensable. Donc c'est pour ça, il y a côté pratique, il y a l'amélioration de l'usage pour l'utilisateur, et c'est vrai que pour l'utilisateur, c'est hyper confortable. Par contre, moi, en tant que fournisseur d'infrastructures Internet à destination des entreprises depuis maintenant 20 ans, je me pose quand même beaucoup de questions, parce que globalement, les données, c'est quand même la valeur d'une nation, c'est la valeur des citoyens. Donc attention à comment on la stocke, où et par qui, parce que ça peut être potentiellement très dangereux. Quelle est votre stratégie d'expansion en France, mais aussi à l'international actuellement ? La France, on y répond bien, on est très puissant et très performant sur le marché français. Le marché, en tout cas pour nous sur la partie cloud, c'est surtout un marché international. 70% de nos clients sont en dehors de la France aujourd'hui, alors qu'on est présent principalement en France, un petit peu aux Pays-Bas, un petit peu en Pologne depuis quelques jours. Donc on a ce vrai défi d'être présent là où sont présents nos clients. Donc c'est quelque chose sur lequel on doit accélérer. Il y a l'Europe de l'Est, vous l'avez bien compris avec les différentes communications ces derniers temps, reste pour nous un bastion qui est intéressant, puisqu'il n'y a pas de nos grands concurrents américains ou asiatiques dans ces zones-là.
Et c'est un marché qui est, lui, en train de se transformer, comme la France a commencé à se transformer il y a 2 ans. Mais comme chaque pays a son niveau de maturité, et donc le niveau de maturité des pays de l'Est, de l'Europe, est en train de sérieusement accélérer. Donc on veut être présent sur le marché à ce moment-là, parce que c'est le bon moment par rapport à un marché qui se modernise, par rapport à une maturité vis-à-vis du cloud qui est grandissant. Donc l'Europe de l'Est, pour nous, c'est un bastion qui est intéressant et on souhaite vraiment performer sur l'Europe de l'Est. Et puis après, on verra. Faut pas tout dire. Et si je devais héberger mon site chez Scalway, pourquoi devrais-je choisir Scalway ? Pourquoi nous choisir ? Parce qu'on le vaut bien. Pourquoi nous choisir ? On est un acteur français, on est un acteur responsable. Mettre son informatique chez nous, ça fait sens. D'un point de vue environnemental, d'un point de vue économique, parce qu'on est moins cher. D'un point de vue technologique, parce qu'on est très en pointe sur beaucoup de domaines. Donc on va t'offrir des fonctionnalités qui sont avancées, voire même des fonctionnalités qui existent nulle part ailleurs. Parce que on est la bonne réponse, que tu sois tout petit ou que tu sois très gros, on est capable de répondre à l'ensemble du secteur. Et si tu grossis, on va pouvoir t'accompagner dans ta croissance, jusqu'à même te construire un data center rien que pour toi si tu le souhaites. Donc on a cette capacité à accompagner les clients et à rendre accessible la technologie, même quand tu seras petit. Quand tu seras petit et que tu peux mettre qu'une vingtaine d'euros par mois, on sera capable de te proposer un serveur perfectionné, avec les derniers processeurs, avec de la mémoire, avec tout ce qu'il faut, pour avoir les moyens, finalement, avec très peu de coûts, de faire beaucoup de trafic et de pouvoir être présent sur Internet avec quelque chose qui est capable de suivre ta croissance. Donc, on a cette capacité à t'accompagner du tout petit besoin jusqu'au très gros besoin, et le tout avec des valeurs qui font du sens, à la fois pour nous, en tant qu'entreprise citoyenne, en tant que citoyen, en tant que Français, mais aussi pour nos clients, parce qu'on apporte de la valeur à nos clients.